Kurt n'est pas votre protagoniste inutile typique. Il est bien pire que ça, enfin, du moins jusqu'à ce qu'il découvre qu'il possède des compétences incroyables cachées. L'histoire commence dans une petite ville lointaine où un monstre loup de rang SA attaqué, et les villageois ont dépensé toutes leurs économies pour une équipe d'aventuriers afin de sauver leur vie sans valeur. L'équipe s'appelle la Dent de Dragon Flamboyante, composée de 3 braves aventuriers et, vous l'avez deviné, du inutile. Se perdant de Kurt, qui n'a rien à faire ici. Le monstre, bien sûr, s'attaque d'abord aux faibles et repousse Kurt du champ de bataille. Sans plus de responsabilité, les héros affrontent rapidement la menace et subjuguent la bête. Ces 3 héros compétents sont Bandana, le ranger, Golnova, le guerrier ardent, et Marlefi, le guérisseur. Juste après cet événement, l'équipe continue pour devenir connue comme les héros qui ont arrêté une calamité. Mais que fait un perdant sans pouvoir dans une équipe de héros, vous demandez-vous? Eh bien, Kurt s'occupe en fait de la tâche la plus difficile de toutes, faire les corvées ménagères des héros pendant qu'ils vont sauver le monde. En gros, c'est un homme au foyer. Par exemple, chaque fois que les héros ne sont pas satisfaits de la nourriture, il demande à Kurt de leur préparer un meilleur repas. Cependant, cette fois, Bandana mentionne que ce sera la dernière fois qu'ils vont. Ayant Kurt comme cuisinier, en tant que leur chef, Golnova a décidé de leur envoyer de la troupe, car il ne sert à rien. Apparemment, avoir des compétences en cuisine ne suffit pas pour faire partie d'une troupe respectable comme la leur, et Kurt est tellement incompétent qu'il ne peut même pas vaincre un slime tout seul. Les héros ont aussi d'autres raisons, ils veulent devenir plus forts, et pour cela, ils doivent recruter un mage, car ils n'en ont pas dans leur groupe. Mais comme les lois de ce monde leur interdisent d'avoir plus de 4 membres dans leur groupe, ils n'ont pas d'autre choix que de laisser Kurt partir. Kurt supplie Golnova de reconsidérer, mais il se prend un coup de pied dans le ventre à la place. Aucun des héros ne lui montre de pitié. Au contraire, ils se moquent de lui. Et avec ça, Kurt est maintenant officiellement au chômage. Comme la plupart d'entre vous qui commentent, le gars a chuté, et en premier sur mes vidéos. Quoi qu'il en soit, n'ayant nulle part où aller, Kurt retourne en ville à la recherche de travailler. Visite un endroit appelé Hello Hello Workstation. Là, il est accueilli par une réceptionniste excentrique qui collecte ses informations personnelles. Informations puis lui fait passer un test d'aptitude pour voir à quel point il est fort et s'il a des talents cachés. En général, le classement va de SSS à D, mais quand les résultats de Kurt arrivent, il est révélé qu'il a obtenu un score G à tous les tests qu'il a passé, ce qui signifie qu'il n'a absolument aucune compétence de combat. C'est plus qu'embarrassant, mais la réceptionniste dit à Kurt de ne pas s'inquiéter. Car elle est certaine qu'il existe des métiers que même un perdant comme lui peut faire. De plus, il existe d'autres tests d'aptitude que Kurt peut passer, comme la forge ou l'alchimie, alors elle l'encourage à essayer cela au lieu d'abandonner. Malheureusement, les techniciens nécessaires pour ces tests sont actuellement en pause. Donc Kurt devra attendre la semaine prochaine pour les passer. En apprenant que le gamin a besoin d'argent maintenant, la réceptionniste décide de lui assigner un travail de construction et l'envoie dans la ville voisine. En tant que travailleur pour aider à réparer les murs de la ville. Kurt part immédiatement et rencontre un recruteur, qui est super déçu que la station lui ait envoyé un gamin aussi maigre, mais comme son équipe étant sous-effectif, il ne se plaint pas trop et confie à Kurt la tâche de faire du ciment par terre puis de réparer les murs avec. Kurt décide de dépenser son mana pour renforcer le ciment, même si le recruteur n'a rien mentionné à ce sujet, et commence à travailler. Le recruteur revient 3 heures plus tard et est absolument étonné d'apprendre que Kurt a réparé tout un tiers du mur ouest tout seul. Kurt n'avait aucun équipement, cela fait se demander au recruteur comment ce gamin a réussi. Kurt explique le processus, mais le recruteur n'arrive toujours pas à en comprendre la signification. Quoi qu'il en soit, parce que Kurt est plutôt doué dans ce domaine, le recruteur décide de l'embaucher de façon permanente et lui donne une bonne somme d'argent en paiement, en disant qu'il a reçu une prime pour ses performances. Cela encourage Kurt à donner encore plus le meilleur de lui-même. Au cours des 3 jours suivants, il répare seul les murs ouest et nord. Mais au lieu d'être impressionné, le recruteur devient irrité et le licencie. Il explique que les réparations du mur ont pour but de fournir du travail à ceux qui ont des difficultés financières, et si Kurt continue à travailler ici, il n'y aura plus de place pour eux. Le recruteur pense que Kurt possède des compétences de niveau SS, alors il lui conseille de chercher du travail dans la capitale et le renvoie avec son paiement du jour. Kurt ne sait pas si le retour du recruteur était sincère ou simplement de la flatterie, alors il se rend à la station de travail, en quête de conseils de la réceptionniste. Les techniciens ne sont pas encore arrivés, il devra donc attendre encore quelques jours avant de passer son test d'aptitude.
Mais une opportunité d'emploi se présente sous la forme d'une femme nommée Ulycia, qui a désespérément besoin d'un mineur. Attends, c'est toi, Drake. Blague à part, Kurt approche Ulycia, affirmant qu'il a déjà travaillé dans les mines par le passé. Ulycia ne veut pas engager un enfant maigre et sans défense, mais en même temps, elle n'a pas assez d'argent pour embaucher un nain costaud. Avec des options limitées, elle décide d'embaucher Kurt. Alors que Kurt part avec Ulycia, la réceptionniste vérifie et découvre que Kurt a été payé la somme énorme de 200 pièces d'or par le recruteur de construction, ce qui la laisse se demander comment cela est même possible. Perdant l'équilibre, elle trébuche sur un tas de sacs de sable, utilisés pour mesurer la quantité de mana qu'une personne possède. Son associé explique que plus une personne a de mana, plus ses sacs deviennent lourds. Mais le problème, c'est que personne n'a jamais été assez capable pour les activer. Alors elle les considère comme inutiles et dit à la réceptionniste de les déplacer dehors. Alors que la réceptionniste essaie de soulever un des sacs, elle remarque qu'il est devenu plus lourd. Se rappelant que Kurt en avait soulevé un plus tôt, elle réalise qu'il possède une bonne quantité de mana, peut être trop. Pendant ce temps, beaucoup de temps passe alors que Kurt et son employeur, Ulycia, voyagent vers les montagnes. Alors que le soleil se couche, Ulycia emmène Kurt à son campement. Il n'y a qu'une seule tente, alors elle dit à Kurt de la partager avec elle pour la nuit. Mais Kurt refuse, disant qu'il se sentirait mal à l'aise de rester trop longtemps avec une jolie fille comme elle. Il mentionne même subtilement qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi belle qu'elle. Même après avoir voyagé autour du monde, ce qui la fait rougir comme une tomate. Elle suppose qu'il essaie simplement de la flatter, car elle ne se considère pas mignonne. Changeant de sujet, elle lui donne une pomme de terre bouillie pour le dîner. Kurt est étonnamment heureux, cela fait longtemps que personne ne lui a cuisiné. Même si ce n'est que faire bouillir une pomme de terre. Ils mangent ensemble, et Kurt devient encore plus heureux d'être traité comme un égal. Car ses anciens compagnons de partie ne mangeaient jamais avec lui. Il apprécie beaucoup la cuisine d'Ulycia et lui fait plusieurs compliments. Je suppose que cela a quelque chose à voir avec ce qui va se passer quelques instants plus tard dans la tente. Plus tard dans la nuit, Kurt essaie toutes les méthodes connues de l'humanité pour dormir, mais il n'arrive pas à fermer l'œil. Il se demande si Ulycia est aussi réveillée, alors il se retourne pour découvrir que elle dort profondément, avec son trésor laissé grand ouvert. Kurt est choqué par la vue et manque de crier, avant de réussir à contrôler ses émotions. Il se lève rapidement avant que les choses ne dégénèrent et se demande si Ulycia est trop naïve pour faire confiance à un inconnu. Alors qu'il sort, Ulycia ouvre les yeux, signifiant qu'elle était éveillée tout le temps. Elle nous révèle alors qu'elle n'a délibérément pas mis de vêtements pour tester si Kurt était le genre de gars qui essaierait de profiter d'elle. Maintenant qu'elle a déterminé qu'il est un bon gars, elle peut passer toute la semaine avec lui sans aucune inquiétude. Elle mentionne aussi qu'il la trouve mignon, ce qui lui donne envie de le taquiner aussi. Madame, êtes-vous sûre de vouloir engager un mineur? Avec un O ou vouliez-vous dire en engager un avec un E? Le lendemain matin, Ulycia se réveille, sort de la tente et trouve Kurt toujours endormi, réalisant qu'il a passé toute la nuit dehors, dans la nature. Elle remarque sa robe posée à proximité avec un bouton cassé qui a maintenant été réparé, la faisant se demander si elle a embauché la mauvaise personne pour ce travail parce qu'il semble bien trop mignon pour travailler comme mineur. Bref, elle le réveille en lui disant de se préparer car ils vont repartir à l'aventure dans les montagnes. Elle mentionne aussi qu'ils doivent miner suffisamment pour gagner au moins 10 pièces d'or avant le week-end. Kurt demande si elle a décidé où ils allaient creuser, et elle répond que pas encore, mais qu'elle préférerait un endroit près de leur campement. Kurt ne pense pas que creuser au hasard soit une bonne idée, car les chances de trouver des minerais rares ou des minerais tout court sont extrêmement faibles. Il semble qu'Ulycia ait acquis ses connaissances en minage en jouant à Minecraft et ne sait pas comment les choses fonctionnent dans le monde réel. Alors, Kurt lui explique et prend ensuite sur lui de trouver un endroit approprié. Après avoir exploré la zone, Kurt trouve une carrière et commence à creuser. En quelques minutes, il découvre une roche qu'il affirme contenir des minerais. Il la casse en utilisant le côté opposé d'un marteau, révélant plusieurs cristaux de pierres précieuses à l'intérieur. Chacun de ces cristaux peut facilement se vendre autour de 3 pièces d'or, et comme il y en a déjà plus de 4 ici, cela signifie qu'Ulycia a déjà atteint son objectif de 10 pièces d'or pour la semaine. Mais on ne doit jamais refuser la fortune quand elle frappe à la porte, alors Ulycia dit à Kurt de continuer à creuser. Quelques heures seulement passent avant que Kurt n'extrait chaque pierre précieuse de la carrière. Ulycia suggère de toutes les vendre, mais Kurt n'est pas d'accord, lui disant que ces pierres précieuses sont beaucoup plus petites que les premiers cristaux qu'il a extraits.
Il pense qu'il serait mieux de transformer les plus petits en cristaux magiques. D'après ce qu'Ulycia sait, il y a moins de 10 artisans magiques dans tout le royaume capable de fabriquer des cristaux magiques, et même le plus petit prend plus d'1 heure à réaliser. Mais Kurt le fait instantanément, laissant la mâchoire d'Ulycia sur le sol. Elle le fait remarquer à Kurt, sans soupçonner qu'il a un talent particulier. Il suppose que les artisans magiques utilisent une technique divine pour créer des cristaux magiques. Ulycia se rend compte qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, mais elle ne s'en préoccupe pas. Éduquer l'imbécile évident et le laisser travailler paisiblement pour le reste de la journée. Le soir, Ulycia décide de retourner en ville pour échanger les matériaux que Kurt a collectés, tandis que Kurt propose de rester au campement car il veut s'occuper de quelques tâches ménagères. Plus tard, en ville, Ulycia est interrogée par les chevaliers parce qu'elle n'a pas de documents vérifiés prouvant d'où elle a obtenu les cristaux magiques, ce qui la rend suspecte. Ne voulant pas dénoncer Kurt, Ulycia joue sa carte cachée, montrant un emblème au chevalier, révélant qu'elle est une aventurière servant directement la famille royale alors qu'en réalité, elle leur servait autrefois. Quoi qu'il en soit, elle utilise ce privilège pour convaincre le chevalier de la laisser utiliser une porte de téléportation, car elle souhaite se rendre d'urgence à la capitale royale. À son arrivée, Ulycia visite une boutique pour vendre les cristaux magiques et apprend du commerçant que ceux-ci contiennent 10 fois plus de mana que d'habitude. Ce qui rend chacun d'eux valant 10 pièces d'or. Au total, Ulycia gagne 500 pièces d'or en les vendant toutes. Avant qu'elle ne parte, le marchand lui conseille de ne pas les vendre ailleurs, car d'autres pourraient la tromper. Il s'enquiert aussi des artisans qui les ont fabriqués, croyant que quelqu'un avec un tel niveau de compétence devrait travailler directement pour le royaume. Mais Ulycia, ne voulant pas révéler l'identité de Kurt sans sa permission, refuse de répondre. Le marchand ne recule pas et lui ordonne un mage de la cour royale pour révéler qui est l'artisan. Mais Ulycia refuse toujours, alors le commerçant lui fait une dernière offre. Ils veulent faire de Kurt un directeur et un compte honoraire pour le royaume. Complètement déconcertée, Ulycia se précipite vers le poste de travail, frappant ses mains sur le comptoir et exigeant des réponses de la réceptionniste. Qui diable est ce type? Abusant de son autorité, Ulycia tire les informations passées de Kurt de la réceptionniste et ne peut pas croire ses yeux en voyant qu'il a obtenu un rangé à son test d'aptitude. Quoi qu'il en soit, elle remet les 500 pièces d'or à la réceptionniste, en lui ordonnant de les déposer sur le compte de Kurt. Avant de partir, elle lui interdit également de révéler des informations sur Kurt à quiconque. Ulycia retourne ensuite au campement, seulement pour découvrir que Kurt a réussi à transformer tout l'endroit en ferme en moins d'une journée. Sérieusement, qui est ce gars? Pendant ce temps, le groupe de Golnova est dans la nature pour la toute première fois après. Ils ont exclu Kurt de leur équipe, et il semble qu'ils aient déjà rencontré leur adversaire. Aucune de leurs performances ne frappe aussi fort qu'avant, et je commence à penser que Kurt, l'idiot inutile, les a involontairement portés tout au long. Avec le guérisseur Marlefi soudain incapable de soigner qui que ce soit à cause d'une étrange pénurie de mana, Golnova se tourne vers son mage récemment embauché, lui ordonnant d'utiliser un sort de feu ou quelque chose contre le monstre arbre. Mais le novice résiste, affirmant que Golnova est celui qui doit gérer la magie de feu. Alors que toute la fête commence à aboyer les uns sur les autres, Bandana reste silencieux à l'arrière, souriant comme un méchant classique, se sentant absolument ravi que cette équipe soit désormais aussi bonne que morte. De l'autre côté, Ulycia transmet à Kurt l'offre de son amie, la marchande de curiosités, Mimiko, lui disant que Mimiko, utilisant son autorité en tant que mage de la cour royale, l'a recommandé pour le poste de directeur dans un laboratoire de recherche sur la technologie magique royale. Kurt trouve l'offre difficile à croire, et même si c'est vrai, il la décline. Car il ne peut tout simplement pas s'imaginer dans un rôle qui le mettrait au-dessus des autres. D'ailleurs, une partie de lui aspire encore à retourner dans son ancienne équipe d'aventuriers, la dent de dragon flamboyante. En plus, son travail actuel en tant que mineur sous la direction de Ulycia se passe bien, alors il ne voit aucune raison de changer. Je dois admettre que Burl n'est peut-être pas inutile, mais bon sang, il est complètement stupide. De toute façon, Ulycia ne dit pas à Kurt combien d'or elle a gagné en vendant les cristaux magiques, et l'encourage plutôt à extraire encore plus de minerais pour elle. Kurt prétend avoir trouvé une autre bonne veine à proximité et se lève pour partir. Mais Ulycia l'arrête, insistant pour qu'il reste et se repose. Elle suppose qu'il est resté éveillé toute la nuit à construire la maison en rondin. Cependant, quand Kurt mentionne nonchalamment qu'il a déjà dormi 6 heures, Ulycia reste sans voix.
Elle ne peut tout simplement pas comprendre comment ce type a réussi à construire toute cette structure en si peu de temps. Naturellement, Kurt interprète complètement mal son expression inquiète et suppose qu'elle est en colère. De lui avoir reproché de s'être trop longtemps endormi, alors il promet de se rattraper pour l'avoir contrarié. Quelques minutes plus tard, Kurt emmène Elisha au nouveau site minier et après avoir expliqué son autre plan de creuser autour de la zone où il a découvert le gros cristal là. Veille, il la laisse là pour qu'elle creuse seule. Après avoir miné toute la journée, Elisha trouve enfin un seul minerai et devient folle de joie. Pensant que si Kurt le transforme en cristal magique, elle pourrait le vendre plus de 10 pièces d'or et atteindre son quota. Pourtant, en même temps, elle ne veut pas profiter de lui, et peut-être que c'est pourquoi elle n'a pas touché un seul centime des 500 pièces d'or qu'ils ont gagnées en vendant les cristaux la veille. Alors que la journée touche à sa fin, elle va voir Kurt, s'attendant à trouver le lieu en chaos, mais elle est complètement abasourdie de voir qu'il a en fait construit un véritable site minier. Elle entre dans les mines, acceptant enfin que Kurt a utilisé des codes de triche pour avancer dans la vie. Mais même alors, elle ne peut retenir ses émotions. Après avoir vu jusqu'où il est allé au-delà des attentes. Elle lui demande comment s'est passée sa journée, et lui, en réponse, affirme avoir sous-performé aujourd'hui, déclarant qu'il n'a extrait que de minuscules fragments du minerai qu'il recherchait. Il lui montre aussi ce qu'il prétend être une pile de roches brillantes inutiles, qu'il pense ne pas avoir de valeur, mais alors que Elisha réalise que toutes ces pierres sont des minerais de mithril. Elle demande à Kurt s'il est fou ou quelque chose comme ça. Kurt affirme qu'à son village, il récoltait des tonnes de mithril. Mais il n'en avait aucune utilité réelle, alors il le jetait à chaque fois. Elisha ne comprend pas d'où vient ce village bizarre et idiot de Kurt, mais elle est plus intéressée par le mithril qu'il a extrait, car ces minerais sont beaucoup plus précieux que l'or ou même le platine. Apparemment, les minerais de mithril sont extrêmement rares dans ce monde, mais Elisha n'a pas l'énergie pour éduquer ce crétin à ce sujet. Elle se rappelle que Kurt a mentionné avoir extrait quelque chose de bien plus précieux que le mithril, qu'il jugeait inutile, alors elle lui demande quel minerai en particulier il cherchait. Kurt révèle nonchalamment qu'il a extrait de l'oricalque. Un minerai légendaire connu comme le métal des dieux. Elle n'en peut plus des bêtises de Kurt, exigeant qu'il explique comment il parvient à les trouver avec autant de facilité. Kurt, le gamer, lui dit que si elle creuse à 7 km sous terre, les chances de trouver de l'oricalque sont très élevées. À ce stade, Elisha ne veut même plus savoir ni demander à Kurt comment il a creusé des kilomètres en à peine une journée, puis il est remonté à la surface. Avec la main sur la tête, elle se demande seulement à propos du gigantesque trou qu'il a creusé, et il répond en disant qu'il a déjà comblé ce trou. Sachant à quel point c'est dangereux avec ça, le marginal et la femme chanceuse terminent leur journée sur le site minier. Après 2 jours supplémentaires d'extraction continue, le travail d'une semaine de Kurt touche à sa fin. La mine que Kurt a créée est si parfaitement conçue qu'elle a tracé un chemin direct depuis la ville de Kurt, Samalia, jusqu'à la ville du seigneur féodal. Gelée peut être manquée, mais apparemment Elisha possède les montagnes. Et puisque le chemin minier lui appartient techniquement, elle donne la permission à la guilde des marchands itinérants d'utiliser le chemin en échange d'un petit frais d'entretien. Décider d'utiliser cet argent pour payer ses impôts peut sembler égoïste, mais puisqu'elle a donné tout l'argent qu'elle a reçu des minerais au compte de Kurt, ça va. Kurt retourne en ville et croise Bandana, qui lui dit qu'elle n'est plus membre de la griffe du dragon flamboyant. Pour faire court, Galnova est devenu fou après avoir subi des pertes consécutives et a semé le désordre partout. Il voulait que Kurt revienne en tant qu'esclave officieux pour pouvoir décharger sa frustration sur lui, et a même menacé de blesser Bandana si elle ne le lui ramenait pas. Mais au lieu de faire ce qu'on lui avait dit, Bandana a fait arrêter Galnova et a quitté la fête. Cependant, Bandana ne dit pas tout cela à Kurt et raconte l'histoire selon laquelle elle a été renvoyée par Galnova, tout comme Kurt. Kurt est déçu d'entendre cette nouvelle. Il dit à Bandana qu'il admire Galnova et lui doit beaucoup, et qu'il voulait vraiment retrouver ses anciens compagnons de partie. Maintenant que Bandana est aussi renvoyé, il ne pense plus que ce sera possible. Je ne suis pas totalement sûre, mais on dirait vraiment que Bandana est aussi mauvaise que ses autres compagnons de partie et qu'elle veut elle aussi abuser du pauvre Kurt innocent. En quelques secondes, elle le convainc de prendre sa commission de guilde. L'envoie à l'atelier d'un atelier Mester. Fondamentalement, les ateliers sont des ateliers qui fabriquent et vendent des médicaments magiques, des épées et des dispositifs, le chef d'un atelier étant appelé maître d'atelier. Ces personnes sont très importantes dans la ville et sont très respectées. En chemin vers la maison, Kurt est surpris qu'une personne aussi
importante qu'un maître d'atelier puisse exister dans cette ville. Peu après, il arrive à la maison appartenant au maître d'atelier et se demande pourquoi elle est si modeste. À ce moment-là, il frappe à la porte et une jeune fille l'ouvre. Ne la voyant pas, il se demande si quelqu'un d'aussi jeune qu'elle pourrait éventuellement être le maître de l'atelier. Cependant, elle est surprise qu'il soit si bête de ne pas réaliser qu'elle n'est qu'une elfe. Après cela, il demande formellement si elle est celle qu'il cherche. Et elle déclare qu'elle n'est qu'une assistante nommée Michel. Sans perdre de temps, il révèle qu'il était la personne envoyée pour aider. Et elle le prend joyeusement dans la maison. Il suppose qu'il a été envoyé ici pour aider à l'atelier, mais il s'avère que ce qu'il ferait, c'est faire la vaisselle et nettoyer la cuisine. Aussi déçu qu'il soit, il accepte son destin. À ce moment-là, Michel est appelé par son maître, et elle le quitte pour aller travailler. Il enfile son équipement de travail, et en un instant, il termine de nettoyer. Après avoir rangé l'endroit, la poupée N est pas assez sage pour partir en courant avec son argent. Au lieu de ça, il cherche Michel du regard et finit en frappant à une porte au bout du couloir. Une voix de femme s'élève de l'intérieur, et il l'ouvre pour trouver la princesse Lislo. Bien qu'il ne semble pas savoir qui elle est, le perdant trouve cela étrange car il n'a probablement jamais vu quelqu'un d'aussi beau qu'elle. En l'observant de plus près, il remarque une étrange plaie en spirale sur son ventre. Quand il lui demande à ce sujet, il révèle que c'est une malédiction. Il demande à pouvoir l'examiner de plus près, et elle accepte. À ce moment-là, il la touche et réalise qu'elle ne peut pas ressentir de douleur à cause de cela. Heureusement, lorsqu'il la guérit, son ventre qui gargouille, il se rend compte que son appétit est toujours intact et propose de lui préparer quelque chose à manger. Lorsqu'il retourne à la cuisine, il réalise que la dame qu'il venait de toucher était en tenue de création. La surprise le fait tomber à terre, honteux. Plus loin, Minako et Elitcha parlent du mithril et de l'oricalque qu'elles ont trouvé. Et du fait que c'est très coûteux. Elle se demande ce qui se passerait si la nouvelle de Kurt se répandait, et Minako pense que le pire scénario serait qu'il se fasse kidnapper. Il se demande comment quelqu'un avec ses capacités a réussi à rester caché aussi longtemps. Cependant, Elitcha comprend qu'il était membre des crocs du dragon flamboyant. Peu après, elle affirme aussi vouloir le former en tant que maître huilier, afin de corriger ses compétences avant qu'il ne devienne incontrôlable. De plus, elle expose son plan pour qu'il l'engage comme garde du corps. Bien qu'elle s'inquiète de la manière dont elle y parviendra, car Kurt a peu de connaît pleinement ses capacités et pense toujours moins de lui-même. Pendant ce temps, Kurt a presque terminé la nourriture qu'il prépare pour l'isolo lorsque Michel revient avec Lady Ophelia. En les voyant, il s'excuse d'avoir utilisé la cuisine sans sa permission. Mais elle ne semble pas lui en vouloir. Au contraire, il regarde attentivement la bouillie qu'il prépare, et il révèle qu'il la prépare pour la fille étrange qu'il a rencontrée dans la chambre. En l'entendant dire cela, Lady Ophelia est surprise mais il a rencontré la princesse. Même si elle lui fait croire que ce n'est pas un problème. Elle le menace de ne parler d'elle à personne. Après cela, elle lui remet son salaire pour la journée. Et il est tellement ravi de ce qu'il a gagné. Plus tard, il apporte de la bouillie à la princesse, qui a très faim à ce moment-là. Considérant que son estomac gronde à nouveau avant que la princesse puisse manger, Lady Ophelia propose de goûter la nourriture pour détecter un poison. Mais l'isolo demande à pouvoir la manger comme ça puisqu'elle faisait confiance à l'homme qui elle l'a cuisiné, même si elle vient juste de le rencontrer. Un amour à première vue se profile, ne voulant pas aller à l'encontre de la princesse. Lady Ophelia est d'accord et la laisse le manger. Cependant, lorsque la princesse prend une bouchée, elle se tient le cou et tombe de la chaise, amenant Lady Ophelia à croire qu'elle a effectivement été empoisonnée. Juste avant qu'elle ne puisse sortir chercher de l'aide, la princesse l'isolo se lève pour révéler qu'elle va bien. À ce moment-là, il réalise rapidement que le bizarre. La spirale sur le ventre de la princesse a disparu. Cela signifiait que sa malédiction avait été levée. D'un autre côté, les personnes malveillantes responsables de la malédiction sur la princesse ont compris que la malédiction avait été brisée. À cause de cela, elles décident de la congeler immédiatement. Pendant ce temps, plus tard dans la nuit, Lady Ophelia et la princesse vont rencontrer Mimiko. Quand elles arrivent, elles la trouvent avec Elitcha et Lady Ophelia est sceptique à l'idée de dire ce qu'elle veut devant elle. Cependant, Mimiko lui assure que Elitcha peut lui faire confiance. À ce moment-là, la princesse se révèle et toutes deux s'agenouillent immédiatement. Elle se demande pourquoi la princesse est venue dans un endroit comme celui-ci, alors qu'on disait qu'elle était malade. Mais Lady Ophelia révèle que la princesse a été placée sous une malédiction par des personnes qui ont tenté de l'assassiner. Elle révèle que ces personnes sont contre la paix qui pourrait découler de l'existence de la princesse. Au milieu de tout cela, Mimiko se demande comment la princesse a pu briser une malédiction aussi puissante. La princesse révèle avec excitation qu'elle a reçu de l'aide d'une dame nommée Kurt. Le simple fait d'entendre ce nom glace Mimiko et Elitcha jusqu'au haut.
Bien que cela ne puisse être ignoré, Elytra n'arrive toujours pas à croire que la simple bouillie de Kurt ait suffi à briser la puissante malédiction de la princesse Liselette. Le fait que Kurt se soit impliqué dans toute cette affaire en moins d'un jour depuis leur séparation choque encore plus Elytra. Pour continuer, Mimiko a quelques suspects en tête. Elle croit savoir qui pourrait être derrière le complot visant à assassiner la princesse Liselette. Puisque l'attaque a pris la forme d'une malédiction, Mimiko a déduit que le coupable doit être capable de manipuler les protections anti-malédiction placées dans tout le palais royal. Et selon ces informations confidentielles, il y a 3 personnes qui pourraient accomplir une telle chose. Le premier suspect est Sanova Ristka, le premier général des forces expéditionnaires royales. Le deuxième est un homme qui semble avoir vécu uniquement de McDonald's toute sa vie. Tristan Manoff, l'évêque de l'église de Pologne. Et enfin, le troisième est Isadora Archmama, la 3e reine du royaume. Ophélia donne son avis sur Tristan, suggérant que s'il est le coupable, il aurait pu utiliser ses fidèles disciples pour manipuler les protections de la chambre de Liselette. D'autre part, Liselette soupçonne sa belle-mère, la 3e reine, en affirmant que elle a la liberté de se promener dans le palais à tout moment, et aurait pu facilement s'y glisser sans être remarquée. Cependant, aucun d'eux ne soupçonne le général Sanova, puisqu'il n'a aucun pouvoir magique. Mais Elytra n'est pas d'accord, soulignant que Sanova a des liens étroits avec la guilde des voleurs, un groupe connu pour recueillir des informations internes. Il aurait pu utiliser leur aide pour perturber les protections, sans moyen évident de démasquer le coupable. Ophélia suggère de tendre un piège en créant un faux atelier. Un atelier qui sera dirigé par un faux maître d'atelier. Il se trouve que Liselette vient juste de devenir 15 ans, ce qui, dans ce monde, fait d'elle une adulte. Par tradition, elle doit maintenant quitter le palais pour s'entraîner pendant 1 an. Donc, Ophélia prévoit de l'envoyer dans cet atelier factice, et ils rendront public le fait qu'elle s'y entraînera. Finalement, le coupable essaiera de lui nuire à nouveau. Mais avant qu'il ne puisse agir, il devra d'abord rassembler des informations sur le maître de l'atelier. Pour l'empêcher, ils ont besoin de quelqu'un qui, en gros, n'existe personne dont on ne sait rien. De cette façon, le coupable sera obligé de creuser profondément, essayant encore et encore d'en apprendre sur le mystère. Ce faisant, il laissera inévitablement des traces, des indices, que Ophélia et les autres pourront utiliser pour l'identifier. Le seul problème maintenant, c'est de savoir qui il devrait choisir pour jouer le mystère de l'atelier. Elytra a déjà la personne parfaite en tête. Elle montre à Ophélia le cristal magique de haute qualité que Kurt a fabriqué instantanément, faisant réaliser à tout le monde qu'il n'est pas seulement parfait pour le rôle, mais qu'il est aussi un peu surqualifié. Le lendemain, Kurt se rend à l'atelier d'Ophélia pour découvrir qu'il est fermé pour une raison quelconque. Michel arrive peu après et lui dit que sa maîtresse, Ophélia, ainsi que la princesse, sont sortis hier. Elle conseille à Kurt de revenir le lendemain. Kurt, étant le perdant insécurisé et manquant de confiance qu'il est, suppose qu'il a dû faire quelque chose pour que Ophélie ferme la boutique. Et bien qu'il n'ait techniquement pas tort, la vraie raison n'est pas exactement ce qu'il pense. N'ayant rien d'autre à faire, Kurt se rend dans un restaurant, où il entend un groupe d'aventuriers discuter d'un dilemme dans lequel ils sont coincés. Ils ont accepté une quête qui nécessite un porteur, ce qu'ils n'ont pas. Et ils ne peuvent pas annuler la quête car ils n'ont pas l'argent pour payer les frais d'annulation. Désespéré de trouver un emploi, Kurt s'approche du groupe et propose d'être leur porteur, en les avertissant à l'avance qu'il est absolument terrible au combat. Sina, la fille du groupe, jette un coup d'œil à ce gamin au look faible et le rejette immédiatement, disant qu'il n'est pas fait pour être porteur. Mais son frère aîné Kan, le gars bien équipé, décide de donner une chance à Kurt et lui parle davantage du travail. Apparemment, il prévoit de chasser des monstres de l'Iron, golems qui pèsent plus de 440 livres. Alors oui, ils ont besoin de quelqu'un avec une force physique sérieuse pour porter ce genre de charge en tant que porteur. Kurt affirme qu'il peut gérer ce poids sans problème et, pour le prouver, soulève décontracté à la fois Danzo le samouraï et Kane le tank comme s'il était des sacs de farine. Sérieusement. Et ce mec dit qu'il est mauvais au combat. Le gars peut littéralement soulever des monstres et les balancer dans le ciel. Quoi qu'il en soit, sa démonstration lui vaut des applaudissements au milieu de la foule du restaurant et du travail de porteur. Peu après, le groupe se met en route et en chemin. Kurt est officiellement présenté à tout le monde. Leurs interactions amicales et sincères le surprennent agréablement. Il n'a jamais été traité avec autant de chaleur auparavant, et cela le motive à tout donner. Ils finissent par atteindre la zone où résident les golems de fer. Mais avant que quelque chose de sérieux ne se produise, Kurt marche sur un slime, et sa réaction. Il hurle comme un tout petit qui voit son premier film d'horreur.
Senna lui dit d'arrêter de trop réagir et de simplement poignarder le noyau du slime. Mais la visée de Kurt, faute de meilleurs mots pour la décrire, est tellement nulle qu'il se poignarde lui-même avec le couteau. Cela fait réaliser à Senna que ce gars n'est pas juste mauvais au combat, il est terrible. Elle finit le slime pour lui, mais étonnamment, elle ne se fâche pas. Ni Danzo ni Kans ne se fâchent non plus. Au contraire, ils deviennent simplement plus vigilants, clairement prêts à le protéger du danger. Kurt n'arrive pas à croire qu'il n'ait pas été grondé ou frappé pour avoir tout gâché. Et peu à peu, il commence à réaliser que peut-être ces dernières fêtes n'étaient vraiment que des gens horribles. Quoi qu'il en soit, ils entrent dans la tanière des golems. Senna répand de la mousse luminescente partout pour éclairer l'endroit. Kurt trouve des excréments de gobelins à proximité, ce qui signifie que la grotte n'abrite pas seulement des golems, il y a aussi des gobelins qui rôdent. Kans dit à Kurt de ne pas s'inquiéter, qu'ils peuvent gérer quelques gobelins sans problème. Il s'enfonce plus profondément dans la grotte, qui commence à ressembler de plus en plus à un donjon. Kurt remarque quelque chose d'étrange sur les murs, mais avant qu'il ne puisse enquêter, un gobelin apparaît. Danzo le tranche instantanément avec une précision de samouraï, mais le bruit attire une horde entière de gobelins droits sur eux. Senna se rend compte qu'ils n'ont aucune chance dans un combat direct, leur meilleure option est de fuir. Mais pendant qu'il panique, Kurt, qui inspectait les murs, trouve un passage secret. Il informe rapidement le groupe, puis lui et Senna se précipitent à l'intérieur. Juste au moment où ils passent, Senna ferme la porte, laissant Kans et Danzo de l'autre côté. Les deux ont décidé de rester pour retenir les gobelins afin que Kurt et Senna puissent s'échapper. Senna continue d'essayer de trouver un moyen pour qu'ils partent, mais elle entend la voix de Danzo et de Kans leur dire qu'il y a tellement de gobelins là-bas. Et il n'y a aucun moyen qu'ils puissent échapper en essayant de les protéger. Kans crie qu'il devrait partir. Il ne fait aucun doute que Kurt sait qu'il est physiquement faible. Cependant, il ne pense pas être un lâche. Il crie et dit qu'il devrait leur permettre de rejoindre le combat, mais Senna le regarde ridiculement, lui rappelant qu'il ne peut même pas se battre contre un slime. Quel bien fera-t-il à l'équipe s'il reste avec eux et les fait perdre le combat? Il se sent découragé, comme un imbécile qui pense généralement peu de lui-même. Cela le fait en effet se sentir inférieur. Eh bien, ce n'est pas comme si Senna avait tort. Ils viennent juste de l'aider à tuer un slime il y a quelques minutes. Il surprend Danzo et Kans dire que même s'ils meurent, ils savent qu'ils sont morts en protégeant les autres. Cela lui apporte de la joie. Je veux dire, quelqu'un pense qu'il est un ami et qu'ils peuvent mourir en le protégeant. Il se demande pourquoi il le considère comme un ami et il est heureux. Senna essaie de trouver un moyen de sortir du mur pour eux, et alors qu'elle pulvérise sa magie. Cela révèle 3 différents golems de dragon en fer. Elle tombe sur son derrière immédiatement. Est-ce que cela signifie que c'est ici que nous allons tous mourir? Alors qu'ils sont en train de frôler la mort, Lizolo et Ulycia sont là-bas à sa recherche. Lizolo, pour sa part, est excitée de voir l'homme qui lui a redonné sa vie et elles entrent dans la guilde. Elles sont choquées de découvrir qu'il a suivi l'équipe Sekura pour se battre. Ulycia sait que la montagne particulière dans laquelle ils sont entrés va être remplie de plusieurs gobelins et il y a peu ou pas de probabilité de survie pour eux. Elle dit à Lizolo de rester en arrière et de la laisser aller le chercher, mais Lizolo refuse. Pourquoi laisserait-elle passer une occasion d'être la sauveuse de quelqu'un qui l'a aussi sauvée? Elle se précipite avec Ulycia vers la montagne, essayant même de regarder à travers les empreintes pour découvrir où exactement il se trouve dans la montagne. Quand les traces sur les rochers s'arrêtent, elle utilise son odorat développé pour déterminer son odeur sur la montagne. Cela laisse Ulycia avec une seule pensée. Pour que Lizolo connaisse son odeur, cela signifie-t-il qu'ils ont été proches l'un de l'autre? Je ne dirais vraiment pas qu'elle a tort. Il a vu son corps nu. Pendant que les deux filles les cherchent, Senior reste par terre en lui adressant ces derniers mots. Ce genre de déclaration, tu ne dis ça que quand tu sais que ta mort est imminente. Elle s'excuse auprès de Kurt de l'avoir entraînée dans cette aventure, mais Kurt se demande pourquoi elle est aussi émue. Il lui dit qu'il n'y a rien de trop grand là-bas. Et qu'ils peuvent simplement dégager leur chemin et partir. Dégager quel chemin? Avec les golems autour, sans lui répondre, il passe directement à l'action. Utilisant ses compétences, il frappe la queue du premier golem. Puis c'est le retour et waouh, le golem est à terre. Je peux imaginer les pensées dans l'esprit de Senior en ce moment. N'est-ce pas le même garçon pour qui j'ai tué un slime? D'une seule dague, il les finit tous. Lorsque Senior exprime sa surprise en étant assise à plat sur le sol, il la rejette en affirmant que ce n'est pas une grande réussite. Il n'a fait que les tuer parce qu'il s'en soucie. Non seulement ce garçon est un idiot, mais il semble aussi manquer de confiance en lui. Eh bien, malgré son ignorance de lui-même, il est très conscient des autres, même face à la surprise de Senior. Ulycia frappe le mur et entre. Je suis sûre qu'elle espérait être leur sauveuse, mais comment va-t-elle sauver quelqu'un qui s'est déjà sauvé lui-même?
Elle regarde avec admiration tandis que Senior raconte tout ce qui s'est passé. Kurt sort du milieu des golems morts, tenant Olitcha fermement et la suppliant de sauver Danzo et Kams. Il affirme que la seule raison pour laquelle ils sont dans ce pétrin, c'est qu'il est inutile, si c'est ça la définition d'inutile. Alors, moi aussi, je voudrais être inutile. En voyant tout ce qu'il a fait, Olitcha se souvient du mythe, qu'elle avait entendu parler d'un aventurier de rang S particulier. Elle se demande si c'est l'aventurier qu'ils attendaient tous. L'Isolo arrive également et son visage s'illumine rien qu'en le voyant. Il leur assure que Danzo et Kams vont bien, et qu'il n'a pas à s'inquiéter. Toute l'équipe se retrouve et Danzo et Kams remercient Olitcha d'être venu les sauver. Olitcha révèle sa véritable intention. Elle a l'intention d'ouvrir un nouvel atelier et elle veut que Kurt travaille avec elle. Elle sait que Kurt ne croirait pas qu'il est aussi bon et pourrait vouloir refuser l'offre, alors elle intervient rapidement en disant qu'il a été recommandé par Ophélie. Il est ravi d'accepter, mais il ne veut pas quitter la nouvelle équipe qu'il vient de rejoindre. Le cri de Kams le ramène à la réalité. Kams demande pourquoi il quitterait une opportunité aussi géniale pour rester avec eux. Voyant qu'il se sent à l'aise avec l'équipe, Olitcha offre aux autres la possibilité de rejoindre aussi l'atelier. Avant de partir, elle dit à Kurt qu'il n'a pas encore mesuré ses capacités, et puisque lui, c'est de rejoindre l'atelier, ils doivent mesurer sa capacité. Pendant que l'équipe Sakura s'en va célébrer leur nouveau poste, Kurt rencontre Mimiko pour son test. Mimiko est ravie d'être celle qui va le tester, et elle l'exprime. Après la fin du test, Olitcha vient demander le résultat. Pour être honnête, je suis aussi impatient d'entendre ce résultat. Et oui, c'est exactement ce que tout le monde pense. Alors que le résultat normal montre qu'il est classé B en cuisine, nettoyage et minage, et le rang C dans les autres compétences. Le classement Hello World, qui nous montre le vrai rang de l'aventurier, révèle son rang réel. Il est rang SSS dans toutes ses compétences et ses pouvoirs, en fait, même en magie. Il est supérieur à la Miko. Mimiko admet que si quelqu'un d'autre entend ses compétences, il sera en danger. Il pourrait même être tué, donc il vaut mieux qu'il garde ça secret. Je ne pense pas qu'ils aient à s'inquiéter pour ça, car même le garçon naïf ne se rend pas compte de sa puissance. Quoi qu'il en soit, Kershaw entend ce grand résultat et se bouche les oreilles. Il ne faudrait pas qu'on sache qu'elle est au courant de telle information mortelle. Je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve, Kurt. J'espère qu'il prendra un jour conscience de lui-même. Le groupe est dans une voiture à grande vitesse que Olitcha a organisée en utilisant l'autorité spéciale de l'atelier Mester. Ils avaient la possibilité d'utiliser des pierres de téléportation. Mais selon l'Iselote, la ville vers laquelle ils se dirigent n'en a pas. Pierre de téléportation, car c'est une ville frontalière assez reculée, rurale. Selon Olitcha, cette ville était à l'origine une base militaire. Pour repousser les démons qui résident juste de l'autre côté de la frontière. Ainsi, cette ville est toujours cruciale en tant que défense frontale du royaume contre les démons, et le groupe s'y dirige pour faire partie de l'atelier qui vient d'y être construit. Kams ne pense toujours pas qu'il soit digne, ni aucun membre de son groupe, de travailler à cet atelier, mais Olitcha les assure qu'ils sont plus que qualifiés pour ce poste. Sina est terriblement silencieuse et un peu contrariée, car elle n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde que son frère et Danzo. Mais elle ne dit rien, car elle ne veut pas se séparer de son groupe. Quoi qu'il en soit, Kams s'enquiert de l'atelier Mester sous lequel ils vont travailler. Et sa question déstabilise Olitcha, car l'atelier Mester est un imposteur. Elle répond donc de manière vague, sans rien clarifier du tout. Sina remarque à quel point Olitcha agit bizarrement chaque fois qu'on essaie d'aborder le sujet de l'atelier Mester et devient méfiante à son égard, soupçonnant qu'elle prépare quelque chose. Peu de temps après leur arrivée en ville, en regardant les remparts, Kurt se rend compte que c'est la même ville où il travaillait comme ouvrier du bâtiment. Avant d'être renvoyé pour être trop bon dans son travail. Il remarque qu'il n'y a pas eu beaucoup de progrès depuis son renvoi, mais il suppose simplement que les ouvriers utilisent une autre méthode qui demande plus de temps. Quoi qu'il en soit, Olitcha conduit le groupe jusqu'à l'emplacement de l'atelier, qui n'est qu'un terrain vague. Voyant que le groupe est confus, Olitcha explique que la construction de l'atelier sera bientôt terminée, et d'ici là, ils devront simplement rester dans un hôtel local. Elle ne veut pas faire perdre leur temps à tout le monde en engageant des gens ordinaires pour construire l'atelier et demande à Kurt de le faire, puisqu'il peut littéralement tout construire en moins d'une journée. Kurt, cependant, pense que Olitcha surestime ses capacités, affirmant que, bien qu'il ait pu construire une maison en rondin, il ne peut pas construire un atelier en si peu de temps. Tout le monde soutient Kurt, car normalement cela prend des mois pour construire des maisons appropriées de toutes pièces, mais ils restent tous stupéfaits lorsque
Kurt affirme qu'il n'aura besoin que de 3 jours pour construire l'atelier. Elicha dit à Kurt de ne pas se sentir sous pression et lui promet que elle ne se fâchera pas ou quoi que ce soit s'il prend plus de 3 jours. Elle lui demande de lui donner une liste de matériaux supplémentaires dont il pourrait avoir besoin pour construire l'atelier comme il le souhaite, et il écrit rapidement une liste d'articles sur un papier. Y compris de l'améthyste, du saphir, des plumes de griffon. Tout ce qui est follement rare et cher. Cependant, Elicha accepte de lui procurer les objets, lui faisant confiance. Tandis que Sina devient de plus en plus sceptique, se demandant pourquoi Kurt aurait besoin de tel objet pour construire une simple structure. Elicha remarque à quel point Sina a l'air contrariée, mais ne l'affronte pas pour l'instant. Elle conduit le reste du groupe à l'hôtel, laissant Kurt seul là-bas pour le travail de construction. Après être arrivée à l'hôtel, elle appelle tout le monde pour une réunion, mais avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, Sina parle en premier, révélant à tout le monde que c'est Kurt qui a vaincu les dragons de fer tout seul, sans effort. Alors elle exige de savoir d'Elicha qui est Kurt. Et ce que Elicha et l'Isolo mijotent. Comme expliquer ce qu'est Kurt prendrait beaucoup de temps, Elicha commence d'abord par se présenter comme une aventurière qui servait autrefois directement la famille royale. Elle révèle ensuite que l'Isolo est la 3e princesse de ce royaume, laissant tout le monde bouche bée. L'Isolo n'explique pas pourquoi elle cache son identité au public, mais demande au groupe de garder cela pour eux. Puisque tous les deux sont des personnes assez importantes, Sina suppose que Kurt doit aussi être de la royauté, mais c'est loin d'être le cas. Bien que Kurt ait dit qu'il vient d'un village lointain, Elicha a fouillé chaque dossier de ce royaume et n'a toujours pas réussi à trouver des informations sur lui. La seule chose qu'elle sait, c'est que Kurt n'a aucune compétence en combat, tandis que ses compétences non combattantes sont extraordinaires, avec un rang SSS dans chacune d'elles. Elicha dit alors au groupe quelque chose d'encore plus surprenant. Kurt n'est même pas conscient du fait qu'il est aussi doué, ou doué tout court. Alors ils lui ont caché son véritable rang, lui donnant les fausses informations selon lesquelles ses compétences sont au mieux de rang B. Elle révèle également qu'elle a l'intention de faire de Kurt le maître de l'atelier, mais qu'elle lui a caché. Sina ne comprend pas pourquoi Elicha trompe le garçon de cette manière, et croit que Kurt devrait connaître la vérité. Mais Elicha est certaine que même si elle disait la vérité à Kurt, il ne la croirait pas. Elle veut aussi garder ses compétences secrètes pour le protéger de ceux qui pourraient vouloir l'exploiter ou lui nuire en réalisant à quel point il est naïf. Cependant, Sina croit que c'est Elicha elle-même qui exploite les talents de Kurt. Et supplie son frère de prendre position pour Kurt également. Quand calme Sina, et continue d'écouter ce que Elicha et l'Isolote ont à dire. L'Isolote commence à raconter son histoire, expliquant comment Kurt a levé sa malédiction simplement en lui cuisinant de la bouillie. Elle révèle aussi qu'un certain groupe en veut à sa vie, et c'est pour cela qu'ils ont choisi cette ville rurale pour l'atelier, espérant finalement attraper le criminel qui agit dans l'ombre. Ils pensent que Kurt est trop pur de cœur et aiderait n'importe qui sans hésiter. C'est pourquoi ils ne voulaient pas lui imposer ce fardeau en lui disant la vérité. Pour toutes ces raisons, Elicha veut protéger Kurt du monde. Et demande à Kan, Danzo et Sina de s'unir pour le protéger, tout en gardant tout cela secret bien sûr. Danzo et Kan considèrent déjà Kurt comme leur ami, alors ils acceptent, tandis que Sina a encore des doutes, car cela ne fait qu'un jour qu'elle a rencontré Kurt. Mais lorsque Elicha révèle qu'elle a porté tout ce fardeau seule, après seulement avoir connu Kurt pendant 6 jours, Sina réalise la gravité de la situation et part. En disant qu'elle a besoin de temps pour réfléchir, elle retourne à la parcelle et devient totalement horrifiée en découvrant que Kurt a déjà creusé et préparé les fondations pour la construction alors qu'il ne s'est écoulé qu'1 heure environ. Kurt ne trouve pas surprenant de dire qu'un Béran comme lui pourrait faire une telle chose. Alors qu'en réalité aucun Béran ne pourrait jamais y parvenir. Sina apprend aussi qu'à l'époque dans la ville natale de Kurt, tout le monde est bien plus rapide que lui, ce qui explique pourquoi Kurt se considère plutôt lent. La laissant complètement perplexe quant à l'origine de ce gars. Se sentant coupable, Sina demande à Kurt si ça ne le dérange pas de devoir travailler autant pour les autres, et Kurt affirme que ça le rend en fait heureux et important, maintenant que ses amis le chérissent, lui racontant la fois où il était considéré comme inutile et expulsé de son précédent groupe d'aventuriers. Il est donc heureux de pouvoir enfin prouver qu'il est utile. Ces paroles font réaliser à Sina qu'il est vraiment trop pur pour ce monde, et elle comprend enfin pourquoi Elicha veut le protéger. Juste à la fin de la réunion, Danzo va rencontrer une femme étrange. Au début, j'ai peur, me demandant s'il pense trahir l'équipe aussi vite. Mais ma peur s'est maintenant apaisée.
Il rencontre en fait un informateur pour savoir qui a saboté leur dernière aventure. Il sait qu'il n'y a aucun moyen qu'il soit envoyé dans un tel donjon avec plusieurs monstres, et quelque chose a du mal tourné. Eh bien, ses soupçons sont fondés. L'informateur l'informe qu'un homme nommé Bibinoki, qui a également été surnommé l'homme aux 1000 visages, était celui-là. En tant qu'homme d'affaires, il prend des aventures folles et les répertorie, allant même jusqu'à convaincre des aventuriers de prendre les quêtes. Il cible des groupes qu'il a été payé pour détruire, et cette fois, quelqu'un a dû. Il l'a payé pour détruire le groupe Sakura, c'est pourquoi il a listé l'aventure. Danzo apprécie l'informante et lui donne de l'argent. Alors que Bibinoka pensait qu'ils allaient mourir, ce qui ne s'est pas produit, Danzo est en colère. Que quelqu'un puisse penser à lui faire ça, alors il envisage immédiatement la vengeance. Pour être juste, Bibinoka le mérite aussi. D'un autre côté, c'est Bibinoka. Il est au bar en train d'essayer de flirter avec une femme qui ne lui prête aucune attention. Je doute qu'il ait l'air assez bien pour attirer une femme, alors je ne lui en veux pas. Il s'assoit, en colère parce que la seule raison pour laquelle il est fauché en ce moment est que le groupe Sakura n'est pas mort dans le donjon. Il ne sait pas comment ils ont survécu, et on lui a même dit qu'ils travaillent maintenant sous la direction de la princesse. Chaque aspect de leur succès le met en colère, mais il est encouragé par une chose. Le fait que les faire tomber pendant qu'ils travaillent pour la princesse sera plus amusant. À son insu, Danzo se trouve juste derrière lui. Danzo commente et demande s'il est aussi excité à l'idée de faire tomber le groupe, et il sourit. Lorsqu'il se retourne et voit Danzo, il est choqué. Il saute et commence à courir. Pendant qu'il court, l'informateur utilise une corde pour le faire trébucher. Il tombe, et Danzo l'atteint. Il tente de supplier Danzo, en affirmant qu'il est un ami et qu'il ne le mettrait pas en danger. Si ce qu'il leur a fait la dernière fois ne représentait pas un danger, alors je veux savoir ce que signifie danger. De toute façon, Danzo ne se soucie pas de lui. Il sort son épée et la pose sur son cou. Même avant que Danzo ne frappe, l'homme est figé au sol. Je ne serais pas surpris s'il était sur le point de se faire dessus. Danzo le prévient qu'il ne le considère pas comme un ami, mais que la prochaine fois qu'il essaiera d'attaquer ses amis, il frappera avec cette épée. Danzo s'éloigne, mais cet homme lâche reste au sol. Je pense que les pires méchants sont ceux qui ne supportent pas ce qu'ils infligent. L'informateur aurait préféré que Danzo tue Bibinoki. Ainsi, il lui aurait enlevé son obstacle. Elle fait signe à deux hommes de porter Bibinoki loin. Ce qu'elle veut faire avec lui, je ne le sais pas. Elle voit aussi un message de son patron via un oiseau. Soudain, elle décide qu'elle doit aller dans le village de Kurt. Une femme étrange, qui semble figée, est également montrée. Nous ne savons pas encore qui elle est, mais au fil de l'histoire, nous le découvrirons sûrement. Le groupe retourne à l'atelier que Kurt était en train de construire, et ce qu'il voit les choque profondément. Tu veux dire que ce terrain vide qui était là il y a 3 jours est devenu ce manoir? Je n'ai jamais vu un arbre planté il y a 3 jours porter des fruits. Chaque arbre, plante et fruit que Kurt a planté porte des fruits, et tout le monde est bouche bée. Je suis bouche bée moi aussi. Lisolo dit avec enthousiasme que ce sera son manoir avec Kurt, mais Ulycia lui rappelle immédiatement que c'est un atelier et non sa maison. Ils entrent dans le manoir, et Kurt les accueille. Il s'excuse de ne pas avoir prévu de les accueillir correctement, et Ulycia répond sarcastiquement qu'ils n'ont pas non plus prévu de voir ce qu'ils avaient vu à leur arrivée. Il les fait visiter la maison, et en voyant chaque pièce, ils sont choqués. Il les emmène à l'approvisionnement en eau qu'il avait créé, en utilisant un saphir pour s'assurer qu'il ne manquerait pas d'eau. Ulycia, malgré sa force, ne sait pas comment cela pourrait être fait. Alors elle demande, et il explique comment il l'avait fait. Il leur rassure qu'avec une utilisation constante, ils ne manqueront jamais de ces ressources pendant 1 an. Il les emmène dans leur chambre, et Lysalata saute immédiatement sur le lit. Il révèle que le lit était fait de plumes de griffon, mais Lysalata prétend que ça sent comme lui, et les autres la contrôlent. Il les emmène à la dernière partie de la maison, qui est le bureau du maître de l'atelier. Il demande à Ulycia quand le maître de l'atelier les rejoindra, mais elle ne veut pas révéler qu'il est le maître, alors elle lui dit que le maître arrive. Quand il demande à propos de sa chambre, il prétend, puisqu'il n'est qu'un nettoyeur, qu'il va utiliser la cuisine pour se reposer quand il aura besoin d'une pause. Waouh, ce garçon est vraiment à côté de la plaque. Il lui crie de bien vouloir utiliser la chambre du maître de l'atelier. En attendant le retour du maître de l'atelier, il n'accepte pas, et pendant 2 bonnes heures, ils essaient tous de le persuader. Quand il finit par accepter de rester là pour le court laps de temps, ils sont tous épuisés d'avoir supplié. Ulycia se rappelle que Lysalata reste une menace pour les malédictions. Elle demande s'il pourrait mettre de la magie pour éloigner les malédictions autour de la maison, mais il n'a pas ce pouvoir. Heureusement, elle a quelques talismans qui lui ont été donnés par
Mimiko, donc cette nuit-là, elle fait le tour de la maison pour les mettre en place. Elle décide d'en mettre beaucoup à côté de la chambre de Lysalata pour la protéger. Quand elle fait cela, Lysalata suppose que c'est son homme de rêve qui se faufile dans sa chambre. Elle sort avec excitation mais est déçue de voir que c'est Ulycia. Ulycia est également déçue que Lysalata pense à une telle chose. D'accord, c'est une bataille de déception. Le lendemain, Lysalata s'habille de manière séduisante et rencontre Kurt dans la cuisine, tenant des assiettes pour l'aider avec son repas. Quand Ulycia entre, elle est de nouveau déçue. Je pense qu'elle sera déçue de nombreuses fois. Les autres se réveillent et sentent le pain fraîchement cuit. Kurt a construit un four dans la maison pour leur servir du pain et du thé chaque jour. Il leur prépare le petit déjeuner, et pendant qu'ils savent chaque bouchée du repas, ils sont émerveillés. Cependant, il n'est pas à table. Ulycia découvre qu'il est dehors en train de nettoyer tous les talismans qu'elle avait accrochés au mur. Elle court là-bas pour l'arrêter, mais il a tout nettoyé sauf un qu'il est en train de nettoyer. Elle est étonnée car Mimiko avait dit que les talismans ne peuvent pas être nettoyés. Maintenant, elle doit aussi expliquer à Kurt comment les talismans sont arrivés là. Elle ment en disant que c'est le travail de Gribouilleur et notre personnage principal naïf la croit. Le problème qu'elle a maintenant est de savoir comment protéger l'Iselote des malédictions jusqu'à l'arrivée de Mimiko, qui sera dans quelques jours. La présence de Kurt protégera-t-elle notre pauvre princesse? De l'autre côté, Tristan, l'évêque qui mange de la pizza au petit déjeuner, expulse Marlafu de l'église de Pologne, invoquant comme raison que son groupe d'aventuriers a subi trop d'échecs et causé trop de violence. Pour aggraver les choses, la chef du groupe, Golnova, est désormais devenue une criminelle. Et Tristan ne peut pas permettre à quelqu'un lié à un groupe aussi infâme de rester membre de l'église de Pologne. Marlafu supplie désespérément Tristan, admettant qu'elle a bien lancé de la magie de foudre dans un restaurant, mais soutient qu'elle a seulement l'a fait pour punir les propriétaires de servir de la mauvaise nourriture. Clairement, cette femme n'a aucune idée à quel point elle est devenue une vraie carène. Et Tristan lui-même a complètement perdu patience avec ses bêtises. Cependant, puisque Marlafu a été un mage puissant et un atout précieux pour l'église, Tristan lui offre une dernière chance de revenir, lui donnant une condition simple. Si elle réussit à accomplir une tâche pour lui, il promet de lui accorder le rang de prêtre. Il verse un verre de vin de l'empire ennemi qui s'oppose à la Pologne et demande. Marlafu doit le boire, elle lui fait confiance. Et Tristan sourit comme un diable, exhibant ses 32 dents en or. Après avoir fini le vin, Marlafu accepte la tâche, et d'une voix pleine de malveillance, Tristan lui ordonne d'aider l'église à assassiner la 3e princesse Lisolo. Marlafu est horrifiée. Elle ne souhaite en aucun cas être mêlée à un acte aussi vil et traître, mais il est déjà trop tard. Le vin qu'elle a bu était maudit, le même malédiction qui a autrefois rongé la vie de Lisolo jusqu'à ce que Kurt la sauve avec son ragoût magique. S'agenouillant en proie à la douleur, Marlafu écoute Tristan révéler la vérité. Elle est maintenant maudite. Son corps rejettera tout sauf l'eau, et dans un mois, elle mourra de faim. Seul Tristan détient le pouvoir de lever la malédiction, et clairement, si elle veut vivre, elle doit obéir. Se sentant complètement trahie et piégée, Marlafu est forcée d'accepter ses exigences. Et c'est la même silhouette que nous avons vue plus tôt, inconsciente à l'intérieur du cercle magique, étendue sans défense devant le Seigneur démon. Une indication glaçante que Tristan pourrait être un démon ou le Seigneur démon lui-même. De retour à l'atelier, Ulycia se demande pourquoi l'ennemi a cessé de poursuivre Lisolo ou d'essayer de la maudire à nouveau. Elle suspecte que soit l'ennemi n'a pas encore trouvé leur emplacement, soit ils ont essayé, mais ont échoué parce que la cuisine de Kurt neutralise continuellement la malédiction. Avec cette question réglée, elle tourne son attention vers sa préoccupation suivante, Mimiko, qui est déjà arrivée en ville avec Ophelia et est actuellement occupée à poser plusieurs pièges pour traquer l'ennemi. Pendant que Kurt sert la nourriture, il mentionne en passant que Lisolo n'a plus à craindre d'être maudit, révélant que tout le manoir agit désormais comme une barrière géante qui renvoie les malédictions à leurs lanceurs. Cependant, comme Kurt ne souhaite blesser personne, au lieu de renvoyer la malédiction de manière violente, le sort fait simplement briller l'attaquant. Au moment où Kurt finit d'expliquer, un ennemi tapis dans l'ombre essaie de déchaîner sa malédiction la plus puissante sur Lisolo, mais il se met instantanément à briller comme une lumière LED ténue. Ulycia part transmettre cette nouvelle information à Mimiko, et pendant ce temps, Kurt propose à Lisolo qu'il devrait aussi sortir faire un peu de shopping et profiter un peu de la ville. Mais ce n'est pas parce que Kurt a besoin d'acheter des vêtements ou quoi que ce soit. C'est simplement parce qu'il a remarqué que depuis que Lisolo est arrivée ici, elle a
Il n'a jamais mis un pied dehors, et il veut qu'elle s'amuse enfin un peu. Même si Lisolo souhaite vraiment partir avec Kurt, elle refuse sa proposition mais lui explique pas que c'est parce que ce ne serait pas sûr pour elle de sortir. Pendant ce temps, au mur de la ville, le général Alred ressent une lourde inquiétude en regardant un épais miasme s'approcher lentement de leur ville. Il suspecte qu'une attaque de monstres est imminente et partage ses préoccupations avec son subordonné, le général, qui essaie de le rassurer en disant que leurs murs sont cette fois beaucoup plus solides et plus hauts. D'autre part, Mimiko, Ophélia et Elitcha traquent le mage maléfique qui avait tenté de jeter un sort sur Lisolo plus tôt, mais malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas obtenir d'informations de sa part, car il a déjà été éliminé par ses propres alliés. Ophélia semble cependant plus fascinée par les capacités de Kurt, puisque le mage mort brille encore intensément même maintenant. Cela lui fait penser que si quelqu'un d'aussi puissant que Kurt rejoint leur mission, il pourrait trouver l'ennemi en une seule journée. Cependant, Elitcha ne veut toujours pas entraîner Kurt dans ce dangereux désordre. Ils décident donc de s'en occuper eux-mêmes. Mimiko s'avance pour enquêter dans les environs, en ordonnant strictement à Elitcha de ne surtout pas laisser Lisolo quitter le manoir, car ils savent maintenant que l'ennemi a déjà mis les pieds dans la ville. À ce moment-là, la cloche d'urgence retentit bruyamment à travers la ville, et Jeneric et Elred apprennent par un subordonné qu'il y a eu une attaque de monstres. L'escouade magique illumine rapidement le terrain à l'extérieur des murs de la ville, révélant une vue terrifiante. Plusieurs milliers de squelettes morts-vivants approchent de la ville. Mimiko apprend cela aussi, en utilisant sa magie de détection spatiale, et elle suspecte immédiatement que le cerveau derrière cette attaque de monstres doit cibler Lisolo. Sans perdre de temps, Elred se met en première ligne pour défendre la ville et ordonne à Jeneric d'évacuer immédiatement les citoyens. Jeneric veut se battre aux côtés d'Elred, croyant que leurs chances de survie seront meilleures s'ils restent tous ensemble face aux squelettes. Mais avant qu'ils ne puissent même prendre position, les squelettes commencent soudainement à marcher droit dans les murs et à disparaître dans le néant. Mimiko reçoit ce rapport étrange de la part de ses subordonnés fantomatiques et en parle à Elitcha, qui se souvient instantanément que c'est Kurt qui avait réparé les murs du nord et de l'ouest lui-même il y a plusieurs mois. Et peut-être que l'une de ses compétences de triche est à l'origine de ce phénomène étrange. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente nouvelle, et même Elred commence à suspecter que le garçon qui a réparé les murs à l'époque est la véritable raison de cette tournure mystérieuse des événements. De l'autre côté, on découvre que c'est Marlefi qui invoque les morts vivants. Et elle a déjà épuisé tout son mana. Mais le démon auquel elle est liée n'est pas encore satisfait d'elle, et la force a continué d'invoquer davantage de morts vivants en utilisant les derniers vestiges de son pouvoir magique. Marlefi n'arrive pas à croire que sa vie va se terminer ainsi. Elle révèle que Tristan a passé un pacte avec un démon avancé juste pour assassiner la princesse, et maintenant ce même démon la torture, la forçant à invoquer sans fin des morts vivants au plus profond des ruines de la forêt près de la ville frontière. Après avoir invoqué seulement 2 ou 3 squelettes, Marlefi épuise complètement son mana, mais le démon n'est toujours pas satisfait. Il la force sans pitié à commencer à utiliser sa vie comme combustible pour continuer à invoquer encore plus de squelettes. Voyant comment la guerre dans la ville évolue, Elachaya ressent le besoin de s'assurer que Lisa va bien. Elle retourne à l'atelier pour vérifier Kurt et Lisa. Elle leur raconte ce qu'elle a entendu au sujet de l'attaque dans la ville, et révèle que les monstres continuent de disparaître dès qu'ils touchent le mur. Elle suppose que c'est quelque chose de très choquant, et même les chevaliers étaient choqués. Devine qui n'est pas choqué par ça. Oui, ta supposition est aussi vraie que la mienne, Kurt. Il révèle que c'est quelque chose de très commun dans sa ville, et ce n'est sincèrement pas un gros problème. En réfléchissant à ce qu'il a dit, Elachaya a le plan parfait qui protégera sa ville. Elle se souvient de toutes les pierres de cristal que Kurt avait obtenues plus tôt et réalise on pourrait les utiliser pour détourner les monstres de leur source. Elle dit à Kurt de rester à l'atelier avec Lisa. Quand il lui demande ce qu'elle veut faire, elle répond qu'elle veut détruire la source à travers les ruines. Notre héroïne toujours forte propose de la suivre. Mais elle refuse et lui demande de rester avec Lisa. Il suppose que c'est parce qu'il est très faible. Il faudrait que quelqu'un murmure à cet homme qu'il n'est pas faible. Il lui dit de partir pour ne pas mourir avec elle quand il la suivra. Essayant de l'encourager en lui disant qu'elle ne le quitte pas parce qu'il est faible. Elle lui chuchote et lui rappelle les griffonneurs qui sont là pour attaquer Lisa.
Alors elle lui dit qu'elle a besoin qu'il reste et la protège. Son visage s'illumine de nouveau. Il est content de ne pas être inutile. Elle s'enfuit immédiatement pour pouvoir trouver les pierres de cristal. Elle voit les pierres et se dirige vers le bureau des chevaliers. Elle a une relation familière avec le général Alred, donc il la reconnaît immédiatement. Après avoir échangé des politesses avec elle, elle présente Mimiko et Lady Ophelia. Sachant qui est Ophelia, Alred pense que la princesse se trouve dans leur ville. Il propose de diriger certains de ses chevaliers pour protéger Lisa. S'il savait seulement que ces chevaliers ne sont pas aussi forts que la personne qui protège Lisa en ce moment. Ola Shaya refuse son offre et retourne à ses affaires du jour. Elle l'informe qu'elle a besoin de lui pour créer un leurre près de la porte contre les monstres. Pendant qu'elle se rend aux ruines et détruit le cœur des monstres seuls. Bien que le plan semble génial, Alred ne la croit pas. Avec quelle arme comptait-elle détruire les ruines? Et avec quelle armée? Toutes ces questions appellent des réponses et elle lui montre la pierre avec laquelle elle est. Cela crie l'impossible. Oh non, il crie, je ne peux pas te laisser faire ça et te tuer. Cependant, elle insiste sur le fait que ça va marcher et qu'il doit simplement faire sa part. Il refuse de la laisser y aller seule, alors il propose de l'accompagner pendant que son assistant, Générique, reste avec le leur. Quand Générique refuse de rester en arrière, il le convainc du contraire et ils poursuivent le plan. Les filles partent, alors Générique lui apporte un verre à boire comme dernier toast. Comme rite, ils doivent prendre le verre et le briser. Mais non, ils croient qu'ils ne mourront pas dans la bataille, alors ils jettent l'eau. L'espoir d'en boire un meilleur à leur retour vivant. Reviendront-ils vraiment? À l'atelier, Kurt se sent inutile. Tout le monde se bat et travaille, et lui est juste là. Il décide de se fabriquer une épée après avoir repensé aux paroles d'un homme plus âgé de son village, disant qu'une pierre est le reflet de soi-même. Il se souvient que la lame de Danzo est tranchante, alors il essaie de la reproduire. À la porte des ruines, Elicha tient la pierre, priant et espérant que cela fonctionne. Elle demande à tout le monde autour de se couvrir les yeux et elle la lance. D'un seul coup, tous les monstres disparaissent. Même Alred est choqué. Est-ce une arme secrète de l'atelier? Il demande. Eh bien, c'est l'arme personnelle de Kurt. Il monte immédiatement à cheval pour combattre les monstres restants dans les ruines. De son côté, Kurt prend la lame qu'il tient. Et pour lui, la lame semble inutile. Il n'arrive pas à croire qu'il ait fabriqué quelque chose d'aussi stupide. Il estime que c'est une lame de rendez-vous F. Alors qu'il regarde son échec avec incrédulité, Lise entre. Quand elle la voit, elle trouve qu'elle est très jolie. Elle a l'air tellement bien. Et quand elle apprend qu'elle peut utiliser la magie, elle s'y intéresse encore plus. Il lui demande si elle la veut, et elle l'accepte avec joie. Son visage devient rouge alors qu'elle lui sourit, heureuse. Cependant, il sent que son sourire est faux. Il sait que quelque chose ne va pas chez elle. Et elle a peur. Il décide d'aller droit au but et de lui demander. Et il a raison. Elle révèle que quelqu'un veut la tuer. Et elle est la raison pour laquelle lui et Ulycia sont agités. Il s'incline tristement. Il ne déteste pas le fait qu'il la protège. Il est juste malheureux de ne pas pouvoir la sauver. Il se souvient que Golnova griffonnait dans les ruines à l'ouest, alors il suppose qu'Ulycia est vraiment après les griffonneurs dans les ruines. Il la regarde avec tristesse, incapable de sauver quelqu'un de spécial pour lui. Elle ne sait même pas qu'elle est spéciale pour lui. Elle est heureuse. Cependant, il fait retomber ses illusions en lui disant qu'elle n'est pas la seule à être spéciale pour lui, car tout le clan Sakura est spécial. Acceptant sa défaite, elle avoue qu'elle se sent aussi désespérée parce qu'elle est inutile. Puisqu'ils sont tous les deux égaux dans leur inutilité, il suggère qu'il trouve un moyen de se rendre utile. Il lui dit qu'il devrait aller aux ruines à l'ouest. Il y a des monstres autour des 8 voies dans la ville. Et elle lui dit cela, mais il répond qu'ils doivent se battre pour eux-mêmes. Il peut même imaginer une issue là où il n'y en a pas. Waouh! Pendant ce temps, aux ruines, Ulycia se retire parce que elle sent que quelque chose de mauvais est sur le point d'arriver. Quelque chose de mauvais va-t-il arriver avec l'arrivée de Kurt aux ruines? Où va-t-il les sauver?